Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation Alcam Calfeutrage, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Épisode du mercredi soir 17 juillet, 18h30. C'est parti! Robidoux vers Duquet. Duquet attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise, goal! Francis! Chase! Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre émission du podcast Échec Avant de ce mercredi soir 17 juillet, 18h31, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se réunissent en grand. Segment de ce soir pour commencer, mesdames, messieurs, celui de 18h30, coup franc avec Nicolas Zota et Bruce Lubin. Messieurs, comment allez-vous? Eh bien, et toi? Ça va très bien. Nicolas? Ça va super, ça va super. Good. Nicolas est dans un calme, ma foi, Ah, on est tout le impressionnant, temps calme. On est tout le temps paisible. calme. Faut être calme, on doit être calme, calculé. Après, on fait un super show. Fait que, Et let's go. voilà, c'est parti, mesdames, messieurs. Les gars, encore une fois, les trois mêmes sujets, comme les dernières semaines, là, l'Euro, la Copa, la MLS. La semaine dernière, on a principalement, là, du côté de la MLS, parlé du point de presse de Gabriel Gervais et du CF Montréal. Là, on va faire un peu plus le tour là, de la MLS et justement là, de l'actualité dans la Ligue. Mais tout d'abord, on va débuter avec l'Euro, si vous le voulez bien. Alors, je vous laisse aller là, avec la finale qui a eu lieu là. Il y a eu dimanche le 14 juillet. Donc, oui, effectivement, une très belle finale qu'on a eue en perspective entre simplement le finaliste de l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 contre l'Italie, donc c'était l'Angleterre une fois de plus, contre une Espagne qui a fait un doublé en 2008 et 2012. On revoyait encore l'Espagne en finale et justement, avant le match, j'avais fait une petite prédiction justement que ça allait se terminer 2-1. Et c'est ce qu'on a eu avec Nico Williams qui lance l'Espagne. Nico Williams qui est très, très fort dans ce tournoi. Le jeune lance parfaitement l'Espagne à la 47e minute. Par la suite, le match se joue vraiment du côté de l'Espagne qui domine large de tous les côtés. Ensuite, Cole Palmer qui égalise à la 73e alors que l'Angleterre se cherche un petit peu dans ce match. Mais par contre, quel coaching gagnant de la part de Luis de la Fuente. Alors que quelques minutes auparavant, donc on joue la 86e minute, quelques minutes auparavant, il y a Mikel Oyarzabal qui rentre et 86e minute, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui marque le but de la victoire et de la consécration de l'Espagne. Donc, globalité dans ce match, 16 tirs contre 9, 6 tirs cadrés contre 4, 66% de possession contre 34. Donc, ça a été quand même un match globalement dominé par l'Espagne, par la Roya. 545 passes contre 294. Là aussi, c'est très, très gros de la part de l'Espagne. 89% de précision de passe contre 77. C'est quand même quelque chose assez dominé globalement par l'Espagne. Vas-y, Nicolas. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'avais prédit que ça allait être un match assez serré, mais j'avais eu un petit penchant pour l'Espagne. J'avais raison, comme Bruce. Je pense pas que honnêtement on a été très
surpris par cette finale-là. Il y a encore une Espagne qui a super bien joué, qui a contrôlé le jeu, qui a contrôlé la possession. Ça se voit dans les statistiques comme à l'œil quand on regarde la partie, honnêtement. Que dire de plus pour cette équipe espagnole qui mérite amplement cet euro, je trouve. C'est peut-être la seule équipe qui a vraiment apporté du jeu dans cet euro parce que pour tout le bien que je peux dire de l'Angleterre, de leur équipe, puis j'en dis pas beaucoup parce que je suis pas vraiment un fan de cette équipe-là, pour être grandement honnête avec vous. Euh, ils se sont pas gérés, en fait. Ils se sont pas gérés pendant la partie. Ils n'ont pas vraiment eu d'occasion concrète, à part celle que Cole Palmer a réussi à transformer, bien sûr. Mais sinon, tu sais, t'as pas eu d'échappées ou de centres qui ont vraiment marché pour l'Angleterre, tandis que l'Espagne, c'était du pain béni pour eux. C'est sûr que les Anglais ont vraiment retenu les Espagnols parce que moi, selon moi, ça aurait pu finir beaucoup plus sévère qu'un 2-1. Parfait. Donc, Pardon. en résumé, les gars, avant de passer vers la Copa, premièrement, on tient à saluer là, tous ceux et celles qui regardent présentement le segment coup franc. On vous met l'image là, à l'écran. Donc, le segment MLS, mais comme vous avez pu le constater dans les dernières semaines, on ne fait pas que parler de la MLS, puisqu'au soccer, il y a souvent des événements à l'international. Donc, dans les derniers podcasts, là, on a beaucoup parlé de l'Euro et de la Copa. Et aujourd'hui, justement, là, on termine les sujets Euro et Copa. Puisque c'est terminé, ça s'est terminé là, dans les derniers jours. Rapidement, avant de passer vers la Copa, les gars, ça a été quoi votre résumé là, globalement de cet Euro? Justement, ça a été un bon euro à, à noter, mais justement, il y a quelque chose de très intéressant en fait qui est sorti, c'est qu'il y a des, euh, le 11 des meilleurs joueurs justement qui est sorti et c'était vraiment intéressant à voir parce qu'il y a 6 Espagnols, un Anglais et la France qui est le deuxième plus représenté. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a donc 6 Espagnols, un Allemand, un Anglais, un Suisse et 2 Français. Naturellement, on retrouve Lamine Yamal et Nico Williams, accompagnés de Fabian Ruiz et Daniel Mo. Ensuite, il y a Rodri également. Ensuite, pour les 2 joueurs français, naturellement, ça, c'est pas vraiment une surprise. Ça a été Mike Maignan qui a eu quand même, malgré tout ce qu'on peut lui en vouloir sur le match face à l'Espagne, qui a eu un bel euro. Ensuite, aussi également, le défenseur français William Saliba. Et dans la défense 100% Première Ligue, on retrouve également le Suisse Manuel Akanji et l'Anglais Kyle Walker. Et également le virtuose allemand Jamal Musiala qui complète ce 11. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 11, si on peut dire ainsi? Honnêtement, moi, je vois pas pourquoi je serais pas d'accord. C'est sûr que à chaque fois, je veux dire, c'est un 11, donc automatiquement, il y aura des mécontents. C'est sûr qu'il y a des contents et des mécontents. Mais après, cet euro-là, pour moi, personnellement, oui, c'est normal. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, honnêtement. Tous les joueurs qui ont été nommés, ils ont un superbe rôle. On a eu, tu sais, des jeunes, des moins jeunes, comme je l'ai dit l'autre fois. Tu sais, t'as des Lamine Yamal, t'as des Musiala qui sont à peine sortis, ben, pour Lamine Yamal, désolé. C'est un peu un tournis de langue, je Ouais. trouve, Yamin Lamal. Bref, euh, c'est des gars qui sont en train d'entrer dans leur carrière, qui sont en train de performer, puis les voir performer à des tournois internationaux comme ça, que ce soit le continent ou même la Coupe du Monde, c'est super cool parce que ça leur permet de gagner en maturité, de pouvoir s'affirmer sur le terrain, de se dire, regarde, moi, j'ai fait la Coupe du Monde, je suis pas n'importe qui, fait que je sais que je peux me gérer sur le terrain. Surtout de Mais, représenter son pays, c'est l'important ouais, pour lui aussi. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde.
C'est pas tout le monde qui va pouvoir représenter son pays et porter fièrement les couleurs de son pays justement à une compétition internationale ou européenne comme ça. Ouais, exactement. Mais pour ma part, j'ai trouvé que l'Euro était très bon. Je trouve que peut-être les phases finales ont un peu été. Je peux pas dire on n'a pas eu d'excitement parce qu'honnêtement, ça a été vraiment des matchs. T'avais des chances partout. C'était une partie de ping-pong un petit peu. Vraiment, une équipe allait tirer, une autre équipe elle avait une occasion. C'était vraiment du back and forth. Fait que ça a été assez bien, mais tu sais, évidemment, moi, en tant qu'Italien, ça n'a pas été un très bon euro. Tu sais, je pourrais honnêtement faire un segment de comme 3 heures sur comment cet euro a été décevant pour l'Italie. Puis ouais, c'est ça, honnêtement. Mis à part de ça, là, ça a été un super événement sportif. Il y a peut-être eu des incidents par rapport aux hooligans. Mais ça, honnêtement, ça vient avec le sport aussi malheureux que c'est. Ça arrive, ça arrive. Mais ouais, c'est vraiment ça. Moi, je suis très content de ces deux. Parfait, les gars. Donc, c'est ce qui va conclure l'Euro 2024 pour le podcast Échec avant. On a eu la couverture complète lors des dernières semaines pour ceux et celles qui auraient envie d'aller voir. N'hésitez pas, les épisodes sont disponibles sur notre page Facebook et également sur notre nouvelle chaîne YouTube. Les gars, allons maintenant vers la Copa América. Il y avait le match de la médaille de bronze samedi le 13 juillet dernier. Alors que le Canada s'est incliné contre l'Uruguay, je vous laisse en discuter. Ben, honnêtement, je trouve que ça a été un match assez bon des deux côtés, comme je l'ai dit. Le Canada, déjà qu'on est là, je trouve qu'on peut être très, très, très fiers de nous. Puis le match aussi, on n'a rien à envier aux autres sélections de l'Amérique du Nord, selon moi. Fait que, tu sais, à la 17e minute, il y a déjà des occasions pour l'Uruguay. Euh, à la 21e minute, on réussit à marquer un but, le Canada. Je dis on parce qu'on est tous Canadiens de naissance ou tu sais, juste de nationalité. Je m'égare un petit peu. Désolé. Donc, Schaffelberg, encore lui, il fait une passe qui rejoint Moïse Bombito, le Montréalais, qui, lui aussi, en fait, après, il va passer la balle à Ismaël Koné qui va réussir à lober le gardien. À lober le. Oh, j'ai manqué un but, je suis vraiment désolé. Oups. Donc, 8e minute, c'est Betancourt qui a marqué. C'est l'Uruguay qui a pris les devants. Je suis vraiment désolé de ça. À la 22e minute, pas la 21e, désolé. C'est Ismaël Koné qui a marqué en fait avec un lob qui était super beau. Il a fait une espèce de retournée. Il était en arrière face à dos au gardien et au but. Fait un petit coup spécial qui a rentré. Puis honnêtement, c'est super cool de voir des jeunes comme ça, des jeunes Montréalais, des jeunes Québécois performer. Tu peux aller, Bruce. En fait, par la suite, le Canada qui a globalement dominé ce match, effectivement. Justement, j'ai quand même regardé ce match pas mal. Et honnêtement, 14, si on regarde un petit peu les statistiques, 14 tirs contre 12 pour le Canada, 6 tirs contre 5 en faveur du Canada, 52% de possession contre 48. Même au niveau des passes, 325 contre 312. Précision des passes, 74% de chaque côté. Donc, honnêtement, c'est pas vraiment sur cet aspect-là qui s'est joué les statistiques. Mais en fait, le Canada qui pensait justement bien finir le tournoi à la 3e place, alors que Jonathan David, prend par surprise l'Uruguay dès la 80e minute. Mais bien sûr, avec des joueurs sur le terrain comme Luis Suarez, il ne faut pas les laisser attaquer, puisque 92e minute et malheureusement pour le Canada, on encaisse un but dans les derniers instants du match. Luis Suarez qui crée l'égalité, 2 buts partout. On s'en va donc au tir au but et finalement, ça fait 4 tirs au but contre 3. L'Uruguay se sauve avec cette 3e place au final. Ouais, en effet. Moi, honnêtement, j'ai d'autres commentaires par rapport à ça. Ce que j'ai remarqué, en fait, dans la séance de penalty, c'est que
malheureusement, le joueur un peu fautif pour le Canada, c'est encore une fois c'est un peu le bouc émissaire des médias soccer canadiens. Puis je suis un peu triste de ça parce que c'est un super joueur, honnêtement. C'est Alphonso Davies qui a tenté une Panenka puis qui a juste raté son coup, qui a donné la victoire à l'Uruguay. Honnêtement, si on pouvait peut-être lui excuser il y a le dernier match, on disait oui, tu sais, il avait fait tout le match, il y avait une longue saison là. Il est rentré à la 62e minute pour l'ancien Montréalais, d'ailleurs, Alistair Johnston. Fait que, oui, qu'est-ce que je veux dire? À un moment donné, peut-être qu'il faut revoir le rôle de Davies avec l'équipe canadienne. J'ai rien à dire sur son jeu, mais il y a peut-être une discussion à avoir avec le coach ou avec l'équipe au complet. Parce que, une fois, c'est correct, 2 fois, mais 3 fois, non. Non, je suis vraiment désolé, là, Non, je comprends c'est... ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, honnêtement, tu sais, je suis pas un expert soccer. Puis, je mentirais pas. J'ai pas écouté vraiment les matchs de la Copa. J'ai regardé un peu les highlights. Puis, par séquence. Puis, quand t'écoutes par-ci, par-là, un peu, autant les journalistes que les analystes, beaucoup ont parlé de Davis, justement, et de sa place avec le Canada. Puis, tu sais, on a souvent dit, quand c'est le temps de se lever, il faut que les grands joueurs se lèvent. Et plusieurs ont été déçus de Davis parce qu'on s'attendait à ce que justement Davis se lève rendu en éliminatoire, puis c'est pas ce qui est arrivé. Donc, je suis d'accord avec Non, toi. c'est Je pense assez... qu'il va falloir que du côté de l'organisation du Canada, qu'on prenne des décisions, puis peut-être qu'on ait à s'asseoir avec Davis là, pour la suite des choses, parce que tu peux pas te permettre de répéter une performance similaire du côté de Davis au prochain tournoi à l'international là, où tu vas représenter le Canada. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Puis moi, je trouve que c'est un peu un symptôme de l'équipe canadienne actuellement parce que, veux pas, t'as beaucoup d'anciens joueurs comme Achiba Hutchinson, des gars comme euh, voyons le défenseur, je me rappelle plus. Steve Vittoria. Tu sais, des gars qui ont vraiment été là avec le Canada pour un petit bout. Ils commencent à laisser leur place aux plus jeunes. Puis tu sais, on en voit de plus en plus des jeunes, que ça soit en défense, en attaque, partout sur le terrain, honnêtement. Même dans les buts, jusqu'à récemment, très récemment, c'est encore Bohan qui gardait les buts pour le Canada. Mais là, on a vu que on a tenté en fait de laisser nos jeunes gardiens essayer de performer en Copa América ou même en compétition ou en matchs internationaux. Puis je peux le dire que Maxime Crépeau puis Sinclair ont tout le temps ils ont vraiment été solides pour la plupart du tournoi. On en a parlé beaucoup de Maxime Crépeau là, dans ce tournoi-là, puis on a dit que des bons mots là, de la part du gardien du Canada. Puis honnêtement, il a été solide. Là. Il a été solide du début à la fin du tournoi. Puis je pense que ça augure bien là, pour la suite des choses du côté de Maxime Crépeau. Absolument, absolument. Mais juste pour revenir à Alphonso Davies, en fait, juste quelques petits mots vite fait. C'est parce que le truc, en fait, ce qui se passe avec Alphonso Davies, faut pas oublier que présentement, sa situation est pas du tout claire. Sa situation contractuelle est aucunement claire. Pourquoi? Parce que présentement, il y a une petite guerre entre le Bayern Munich et le Real Madrid, parce que le Real Madrid voudrait s'attacher des services en Europe de Alphonso Davies. Et le problème est que présentement, il reste quoi? Il reste 12 mois de contrat. Donc, 1 an à Alphonso Davies avec le Bayern Munich. Et présentement, il y a une déclaration hier, justement, du président du Bayern, qui disait justement que des discussions ont eu lieu et il est maintenant en vacances, a-t-il déclaré aujourd'hui lors de la présentation de Hiroki Ito, la porte n'est pas fermée. Et là, présentement, il est en vacances. Il a dit, le président, comme quoi il voudrait absolument qu'il fasse une bonne pré-saison et qu'il retrouve sa forme. Donc, il n'y a pas qu'au Canada, il n'y a pas que la sélection canadienne qui sait très bien que Alphonso Davies n'est pas en forme. Attention à ça quand même, parce qu'une situation contractuelle peut quand même sortir le joueur de
sortir les idées de la tête d'un joueur. Ouais. Et ça, c'est problématique souvent dans le sport. Oui, effectivement. Puis je suis d'accord avec toi parce que autant euh, dans n'importe quel sport, là, c'est une problématique là, au niveau de tous les joueurs quand un joueur est soit à quelques jours ou à un an de tomber joueur autonome, puis que justement on est dans les négociations de contrat. Autant il y a des joueurs que ça va pas affecter sur le côté performance que justement, là, dans le cas où Alphonso Davies a connu des difficultés, je pense qu'on peut dire là, qu'assurément ça a sûrement pesé dans la balance. Euh, les gars, on va passer maintenant à la finale entre la Colombie et l'Argentine. Un match où les Argentins l'ont emporté et où il y a eu de l'émotion là, dans le camp Lionel Messi. Il y a eu énormément d'émotions, effectivement, justement. C'est un gros match quand même, très serré jusqu'à la fin, comme on a pu le voir. Ce match est terminé en prolongation. Alors, 19 tirs contre 11, beaucoup de tirs tentés des deux côtés, mais 6 tirs cadrés contre 4 pour l'Argentine, alors que les Colombiens tirent 19 fois. La possession, quand même, pas mal égale, 56-44. Beaucoup de passes, oui, effectivement. Beaucoup de fautes, 18 fautes contre 8. Il y a eu 2 cartons jaunes de chaque côté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, c'est un Lautaro Martinez très, très, très précieux pour l'Argentine qui donne cette consécration pour l'Argentine à la Copa América. Mais le problème dans tout ça, et ça touche deux sujets parce que ça touche la sélection argentine et également l'Inter Miami, mais Lionel Messi est blessé. Et présentement, ils disent que ça a l'air très sérieux. Alors que normalement, ils parlent d'un ligament de la cheville qui serait touché. Et pour Lionel Messi et la sélection argentine et également l'Inter Miami, ça augure pas de bonnes nouvelles. Hein. Non, 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 je suis très d'accord avec ça. C'est vraiment à la 35e minute qu'on a vu une collision de Messi avec un défenseur colombien. Puis c'est là qu'on l'a vu en fait tenir sa cheville puis être en déconfort. On le voyait vraiment à la reprise vidéo. Qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que le défenseur est venu puis quand il est allé au tacle, ben, en gros le pied droit ou le pied gauche de Messi est resté en dessous du défenseur qui tacle. Fait qu'honnêtement, c'est une torsion, un truc comme ça. C'est pas vraiment agréable à voir. Vous donnez une Non, idée, là, la cheville de Messi était de cette grosseur-là là, quand il est arrivé au ouais, banc, ouais, ouais. en sanglots. Il savait que c'était terminé. Ne voulait pas quitter le terrain, là, mais on n'avait plus le Non. choix là, de mémoire. Ça a été comme à la 65e minute là, qu'on a. Ça a été à la 63e minute, ouais, que 63e Messi il minute. s'est fait sortir, puis tout ça. Fait que, tu sais, on a vu quand même que il a terminé sa mi-temps, puis il a commencé la deuxième mi-temps, mais c'est vraiment... ça montre son désir, parce que c'est sûrement... C'est peut-être sa dernière Copa Américaine, on sait jamais. Ben, justement, il y a beaucoup de joueurs en fait dont c'était leur dernière possiblement. Par exemple, Angel Di Maria, qui a connu une carrière extraordinaire aussi, notamment au Paris Saint-Germain, où il a été très très important pour le Paris Saint-Germain dans les années où il était là. Et en fait, c'est des joueurs comme ça qui sont un petit peu dans l'ombre de justement des joueurs comme Lionel Messi ou quoi, et qu'au final, leur présence est tellement, mais tellement importante pour leur sélection, et qu'au final, malgré que ce soit Lautaro Martinez à la 112e minute qui marque, on se rend compte que ces joueurs-là sont hyper importants pour leur sélection. Donc après, avoir, oui, effectivement, Lionel Messi ou des joueurs comme ça, mais c'est des joueurs dans l'ombre qui souvent aident énormément leur sélection. Et surtout que ce match a commencé avec pas mal de retard. À cause d'incidents de stade, justement, il y a des supporters qui sont rentrés sans billets donc, dans le stade et que le match a été retardé pratiquement d'une heure et demie. Donc, au lieu de commencer à 20h, le match a commencé à genre 21h, 21h30. Donc, il y a eu. C'était un match très disputé quand même entre les deux formations. Ouais, aussi, j'aimerais juste ajouter qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est la faute du stade et des organisateurs du stade en tant que tel.
du MetLife Stadium. Je crois que c'est les Jets qui jouent là-bas. Ouais, si je me c'est les le Hard Jets et Rock les Stadium. Giants, ouais. Les C'est Jets le et les Hard Rock Giants. Stadium. C'était le Hard Rock ou c'était Ouais. le MetLife? Non, c'était le Hard Rock. Ok, le Hard Rock, c'est à Miami, non? Ouais. Ok, ouais. Domicile Désolé, des je me suis Dolphins trompé de de ça. Miami. Ouais, exactement. Honnêtement, moi, je pense plus que le blâme s'en va aux organisateurs de tout ça, le CONMEBOL, honnêtement. Je sais pas combien d'histoires on a eu avec On la eux. compare. Ouais. Que ça soit la Copa, que ce soit n'importe quelle compétition, on a tout le temps eu des trucs. Je sais pas si il y a des gens qui se rappellent. Je crois que c'était la dernière Coupe du Monde. Je crois le Chili, où il y avait un pays qui disait ouais. Je crois que c'est le Chili, l'Équateur, en fait, qui. C'était pour la qualification du Mondial 2022. Il avait dit ouais. Mais en fait, un joueur de l'Équateur, il n'était pas équatorien. Fait qu'ils ont demandé à la FIFA de reverser Ouais, c'est le. sûr que les compétitions, en général, les compétitions ou les pays sud-américains, en général, il y a beaucoup de commentaires, en fait, sur ce Ouais. genre de pays ou sur ce genre de compétition. Effectivement, absolument. Et c'est juste que en général, c'est du football hautement disputé. Ouais. Donc, ça fait jaser, disons. Ça fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Très d'accord avec ça. Donc, messieurs, c'est ce qui va conclure là, le sujet de la Copa. Excellent travail, les gars, pour la couverture Euro et Copa. Les deux compétitions là, qui vous ont demandé beaucoup de temps et de notes. Donc, good job, les gars. Ça a été de l'excellent travail. On va maintenant sauter vers la MLS. Il nous reste environ là, une dizaine de minutes. On va étirer un petit peu. Bon, il y avait quelques matchs samedi dernier, le 13 juillet. Il y en a qui vont débuter là, ce soir. Le CF Montréal qui l'a remporté 1-0 contre Atlanta United. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant, avant de peut-être de faire le survol là, du classement et des autres matchs qu'il y a eu là, dans la MLS. Mais je peux peut-être commencer avec ça parce que moi, j'ai pris quelques notes, en effet. J'ai suivi le match. Fait que, ouais, on a gagné sur un score de 1-0. C'est Juan qui a marqué à la 51e minute. Ce que je peux dire, c'est que, honnêtement, cette équipe montréalaise-là me déçoit un petit peu. C'est sûr qu'on n'a pas les joueurs pour faire ça. Le coach, il est nouveau. Changement de directeur technique. Mais à un certain point, il y a des trucs que il faut faire quelque chose sur ça. L'Impact de Montréal, sur les 2 mi-temps, ils ont eu 8 tirs cadrés, juste un but. Si vous allez revoir les faits saillants, que ce soit sur YouTube ou que vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir combien d'occasions le CF Montréal a eu, puis combien d'occasions ils ont manqué. Souvent, c'est pas la bonne passe, ou c'est pas le tir exact, c'est pas la bonne distance, ou c'est trop de passes. Il y a un gros problème de finition, puis ça, honnêtement, je peux pas le blâmer sur un seul joueur parce que tous les joueurs qui contribuent en attaque, que ça soit Maala Opoku, que ça soit Joseph Martinez, que ça soit Bryce Duke, désolé. Tous ces joueurs-là, honnêtement, même depuis le début de la saison, je trouve qu'offensivement, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait grand-chose, puis c'est assez dommage parce que veux pas, les gens, ils vont au stade. Pourquoi ils vont au stade? Pour voir des buts. Je sais que c'est assez cliché de dire ça, mais c'est la réalité. Surtout si c'est un endroit où le soccer n'est pas le sport numéro 1 comme à Montréal. Il faut qu'on ait du divertissement qui arrive sur le terrain, puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de divertissement qui arrive sur le terrain. Je suis un peu d'accord avec toi, là, avant de laisser Bruce donner ses commentaires. Puis, tu parles, oui, des finitions, on a beaucoup de difficultés. C'est simple, en 21 parties, ton meilleur buteur a 6 buts. Et c'est Ibrahim. Il y a une déception à ce niveau-là, et j'ai envie de vous demander... Bon, je crois connaître la réponse, mais je vais quand même me faire le plaisir de la poser. Êtes-vous déçu du rendement de Joseph Martinez? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir, il faut regarder déjà qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Parce que le problème, là, c'est qu'il y a... Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, et en plus, je veux rajouter un truc, c'est que à partir de la 55e minute, qu'est-ce qui se passe? Il y a un carton rouge. Il y a 2 cartons jaunes à
Stian Gregersen. Et ce qui se passe, c'est qu'entre la 55e minute, donc Juan, il a marqué à la 51e, parfait. Mais 55e minute jusqu'à la 90e minute, on joue à 11 contre 10. Et on n'est pas capable de mettre un deuxième but pour s'assurer au moins pour ne pas se faire peur. À chaque fois qu'on termine une partie à 11 contre 10, on n'est pas capable de s'assurer de la victoire. On n'est pas capable de au moins mettre un but pour se laisser un petit peu de laisser un petit peu de lousse. Parce que là, le problème, c'est que si, admettons, à 11 contre 10, et que Atlanta est à 10 contre 11, justement, et que Atlanta, il y a une action comme ça, et que le CF Montréal encaisse un but, qu'est-ce qu'on va dire encore une fois? Donc, quand tu domines un match, et que à la 55e minute, donc t'as quoi? T'as 35 minutes minimum à 11 contre 10, tu peux pas ne pas en mettre un. C'est impossible. 100% À d'accord 11 avec contre ça. 10, surtout, parce que moi, j'ai joué en général, surtout quand ton 11e joueur, c'est un défenseur, et que tu as un défenseur en moins, c'est grave que le CF Montréal n'ait pas marqué pendant 35 minutes en supériorité numérique. C'est très grave. Et là, le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. On mène un 0, parfait. Mais le problème, c'est que combien de fois dans les dernières semaines et dans les derniers matchs, on menait ce score-là et qu'on se fait reprendre en toute fin de match? Combien de fois c'est arrivé? C'est arrivé à plusieurs reprises. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça arrive, que le SCF Montréal, il y a un carton rouge contre nos adversaires et qu'au final, on se fait reprendre parce qu'on ne sait pas se mettre à l'abri. Et ça fait mal. Encore une fois, ça a failli nous faire mal. Pourquoi? Parce que oui, le CF Montréal était en supériorité numérique. Oui, effectivement, il y a une possession de balle complètement à l'avantage du CF Montréal, 65 à 35. Aussi, beaucoup plus de passes et tout que le club d'Atlanta, mais ça reste que 16 tirs contre 8 et 7 tirs cadrés contre 0. T'imagines le tir cadré qui arrive du côté d'Atlanta et qu'au final, il y a un tir cadré et un but? T'imagines comment on se sentirait? J'adore Être honnête. l'intensité de Bruce présentement. J'adore. Bruce est intense en ce moment et j'aime ça. Là. On commence à voir Bruce de plus en plus. Là. J'aime ça, j'aime ça. Le segment soccer commence à prendre l'intensité. Là. Non, mais je suis d'accord avec toi, Bruce, au niveau de souvent l'impact est pas capable de concrétiser avec l'avantage d'un joueur et on n'est pas à nos premiers 1000, si je peux le dire ainsi. Je pense que Non. si on regarde là, la feuille de route et le millage que le CF Montréal a depuis ses débuts dans la MLS, c'est souvent un problème de ce côté-là. Et souvent, ce qui arrive même, c'est que même à 11 contre 10, on se fait jouer le tour d'accorder un but. C'est arrivé souvent, donc heureusement, c'est pas arrivé. On peut dire qu'on a été chanceux. Mais bon, l'important, c'est que le CF l'a remporté 1-0. Si on regarde le classement dans la MLS, parce que là, le temps file, il va falloir se dépêcher. Bon, dans l'Est, FC Cincinnati qui est devant l'Inter Miami. Columbus qui suit derrière Miami. Ensuite, si on regarde en milieu là, de classement, Nashville, SC et le CF Montréal sont 9e et 10e à 26 points. Donc, on commence à se rapprocher là, tranquillement du CF Montréal. Là. Ça augure quand même bien si on regarde là, où on était il y a quelques semaines. Bon 14e, là, quand on avait parlé avec Bruce, il y a environ 2 ou 3 semaines. Sinon, en bas de classement, on a l'Union de Philadelphie qui est bon 15e, Chicago Fire qui est 14e. Dans l'Ouest maintenant, Los Angeles qui est premier à égalité avec le Real Salt Lake. Los Angeles qui a un match en main
puisqu'ils n'ont joué que 22 parties. En milieu de classement, Minnesota United et Austin FC sont 9e et 10e à égalité avec 30 points. Et si on regarde dans le bas du classement, on a Saint-Louis et San Jose. San Jose là, qui a un mince 14 points au classement. C'est la pire équipe présentement dans la MLS. Je ne sais pas si vous vouliez parler là, vite du classement avant d'aller vers les matchs qui débutent ce soir là, dans la MLS. Ben oui, vas-y, Nicolas. Parfait. Moi, j'aimerais juste noter quelques performances, honnêtement, qui ont été, qui se sont produites pendant cette journée du 13 juillet. Donc, tout d'abord, contre Charlotte, contre Cincinnati, Charlotte, Ashley Westwood, qui a eu 3 aides sur un score de 3-1, fait que c'est une super performance pour lui. Par la suite, du côté de FC Dallas et de LA Galaxy, j'aimerais juste noter un jeune joueur. C'est un rookie cette année. Il s'est fait drafter par le FC Dallas. Logan Farrington. Je vous le dis, remember the name. Logan Farrington. C'est un petit jeune, honnêtement. Moi, je crois qu'il va aller quelque part. En 18 matchs, dont 5 qui a starté. Sinon, le reste, c'était lui qui venait en tant que remplaçant. Donc, dans une moyenne d'à peu près de 37 minutes par match. 2 buts, 3 passes. Moi, je trouve que c'est super excellent pour un joueur comme lui, dans une équipe comme lui, dans sa première saison. Parce que tu as un gars comme Peter Moussa qui est saison débutante, 22 matchs, 12 buts, 2 passes. C'est très bien pour eux, mais c'est aussi très bien de voir Logan Farrington continuer de très bien performer. Du côté de Vancouver, j'ai aussi Ryan Gold qui a eu 2 aides sur un score de 4-1 contre Saint-Louis. Ryan Gold qui était considéré le Messi écossais jadis, mais il continue quand même d'épater les foules de Vancouver avec 9 buts, 8 passes en 22 matchs cette saison aussi. Du côté de Portland contre Salt Lake, ça a terminé 3-0. Un jeu blanc de James Pantemis, l'ancien gardien de Montréal. Et aussi une super performance d'Evander, ancien joueur du FC Midtjylland au Danemark, que j'affectionne très particulièrement pour des raisons obscures, on va dire ça comme ça. 1 but, 1 passe, 11 buts, 10 passes en 19 matchs pour Evander. Selon moi, ça sent le MVP peut-être. On n'est pas très sûr, mais ça peut sentir le MVP. En tout cas. Fait que, ouais, à part de ça, honnêtement, c'est ce qui s'est passé. C'est les trucs que j'ai notés pendant ces matchs-là. Bruce, est-ce que tu voulais revenir dans les derniers matchs? Ben absolument, tout simplement. Le CF Montréal qui joue à 19h30 donc contre les Red Bulls de New York. L'équipe, elle vient de sortir justement. Et notons la titularisation de Matthias Coccaro avec Mason Toy en attaque. Ensuite, un milieu complet avec Lassiter, Chouanière, Piat, Saliba et Juan. Et une défense à 3, donc un 3-5-2 avec Sosa, Alvarez et Waterman. Et comme d'habitude, Jonathan Sirois. Par contre, à noter quelque chose, ce match est pas mal important pour la suite des choses parce que le CF Montréal qui se bat présentement pour une place très importante en série, mais attention aussi à l'Inter Miami qui présentement a perdu sa place de numéro 1 à la faveur de Cincinnati. Les deux jouent ce soir dès 19h30. L'Inter joue contre le Toronto FC et Cincinnati joue contre le Chicago Fire. Présentement, Messi est blessé, comme j'ai dit tout à l'heure, et Suarez est remplaçant dû à sa Copa América, sa 3e place. Donc, pour l'instant, ça va être chaud quand même pour l'Inter Miami. Attention à ne pas trop se faire distancer parce que là, il y a un point d'écart. Ensuite, juste 2 petites dernières choses. Donc, présentement, Cristiano Arango avec 17 buts est le meilleur buteur en MLS. Il joue pour le Real Salt Lake. Et ensuite, on a une égalité entre Christian Benteke du DC United. Ça, c'est un joueur très, très fort. En notant aussi Denis Bouanga, qui était à Saint-Étienne avant en France. Lui, au LAFC, est à 14 buts aussi. Et n'oubliez pas, Cincinnati
Luciano Acosta avec 15 mentions d'assistance déjà. 15 passes décisives déjà, ça, c'est très, très fort. Donc, un match très, très important pour le CF Montréal ce soir, parce que Atlanta, présentement, la victoire contre Atlanta la semaine dernière était hyper importante, parce que présentement, on a 2 points de différence entre les deux formations. Montréal est devant de 2 points. Donc, ce qui se passe, c'est que le match d'aujourd'hui est très, très important. Parce que sinon, le problème, c'est que si advienne une défaite, on redescend encore si Atlanta gagne. Donc, match à faire attention ce soir, match piège pratiquement. Parce que les Red Bulls sont quatrièmes, oui, effectivement. Les Red Bulls peuvent se rapprocher très fortement du Crew de Columbus parce que le Crew a 21 matchs, donc 2 matchs en retard. Et le problème est que ils ont 1 point d'avance, le Crew de Columbus. Et nous, on a 2 points d'avance sur Atlanta. Mais Atlanta joue ce soir et on joue ce soir. Donc ça, c'est un match très important pour les deux équipes. Je suis Voilà. d'accord avec ça. Donc, est-ce que je peux juste rajouter mes suggestions de match, Ouais. encore une fois? Oh, Ça ouais. va être un petit truc que je vais faire pour... Il n'y a aucun problème. Moi, terminer les segments comme ça, c'est ouais, parfait. Puis ça permet aux gens là, de s'enligner et de savoir là, où se projeter là, dans les matchs à venir. exactement. Mais juste avant ça, j'aimerais juste noter le fait que l'Impact de Montréal, le CF Montréal a fait l'acquisition de 2 défenseurs récemment. Il a fait l'acquisition de David Bougage et de Tom Pierce. Tom Pierce, c'est un Anglais qui joue avec Wigan en 3e division anglaise. Tandis que David Bougage, lui, c'est un Polonais qui jouait avec l'équipe en titre, l'équipe gagnante en titre. Oh. J'ai pris le mauvais. Il jouait avec Spal. Il jouait avec Spal, en fait, en Italie. Bref, donc, les petits matchs, les petites recommandations. Je fais les recommandations pour le 20 parce que le 17, c'est aujourd'hui, puis il y a déjà les matchs qui vont se disputer. Donc, on a le fameux Montréal-Toronto, le derby canadien, le meilleur derby de la MLS. J'ai pas peur de le dire. Je suis peut-être biaisé, mais on s'en fout parce que c'est notre derby à nous. À pas manquer, ça va être très important pour la course aux séries de Montréal. Fait ouais, c'est très, très, très important. Ensuite, on a Atlanta-Columbus. Comme Bruce l'a mentionné, c'est un match très, très important, très excitant. 2 équipes qui sont capables de faire quelque chose offensivement. Ensuite, on a Orlando contre New York City FC, que je trouve que c'est un très bon duel dans l'Est. Puis du côté de l'Ouest, j'ai Seattle contre LAFC. Le dernier match de LAFC contre Columbus, c'est pas vraiment bien passé pour eux. Ils ont perdu 5-1, donc je crois que ça va être, il va être question de rediriger, comment dire ça? D'avoir une meilleure performance, bon. C'est ça. Parfait. Donc, Bruce, est-ce que tu voulais ajouter? Yes, juste en terminant, il y a aussi 2 autres matchs qui retiennent l'attention quand même. Il y a le match de l'Inter Miami contre le Chicago Fire. Ça va être quand même un match amplement disputé, à mon avis. Et également, un match qui retient l'attention. Pourquoi? Parce que cette rivalité a été, dans les dernières années, quand même une rivalité très, très chaude entre les 2 équipes. C'est la rivalité entre le LA Galaxy et les Timbers de Portland. Cette rivalité donne droit à des matchs quand même chauds, disons-le comme il faut. Donc voilà. C'est parfait. Donc, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure le segment MLS avec Bruce Lubin et Nicolas Zotta. Encore une fois, de l'excellent travail, messieurs, et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Et on accueille maintenant pour le segment LCF, premier les buts, la voix mielleuse et l'échec avant, Cédric Paquette. Cédric, comment ça va? Oh, on n'entend pas, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il était pas bien plugué. Donc, maintenant, on y va avec la LCF. On vous met notre image à l'écran représentant le segment premier début. Segment 100% LCF. Et là, on revient avec la semaine numéro 6.
il y avait quelques matchs là, dans la LCF, notamment le premier qui se jouait jeudi le 11 juillet dernier. Les Alouettes qui recevaient les Argonauts de Toronto. Et Cédric, on a malheureusement assisté à la première défaite de l'équipe montréalaise contre Toronto, qui a disputé un match très fort, là. Une performance là, du côté de Cameron Dukes, 16 en 20, 131 verges, un touché. En soi, c'est pas une grosse performance, mais tout de même là, un haut pourcentage de passes complétées. Les receveurs de passes ont été bons du côté des Argos. Du côté de la course, ça a été bon aussi. Kadeem Carey, 16 courses, 94 verges. Du côté de Montréal, ça a été un peu plus difficile. Je constate que la plupart du match, là, c'est Caleb Evans qui a terminé la rencontre là, du côté des Alouettes. Ouais. Bon, ça n'a pas été un mauvais match en soi, mais ça a été quand même là, difficile au niveau de Caleb Evans. 12 en 22, 127 verges, 2 passes de toucher, 2 interceptions. Là, j'ai pas trop vu qu'est-ce qui s'était passé là, du côté de Cody Fajardo. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, ben il s'est blessé, je pense que c'est au premier quart, là, il a eu le temps de faire 6 tentatives de passe, puis il s'est blessé à une cuisse. Si on a bien vu, là, c'était pas tout à fait clair, il avait l'air de se tenir la cuisse quand il est retourné au vestiaire. Ça a fait que Caleb Evans a dû continuer le reste du match au complet, puis évidemment, là, Caleb Evans qui est plus jeune, qui était pas prêt nécessairement à jouer, qui est pas un carrière d'expérience, il y a eu un match un peu plus difficile, pas nécessairement un vraiment mauvais match, mais à peine au-dessus de 50%, puis 2 interceptions, c'est sûr que c'est pas avec ça on va aller bien loin. Mais dans la situation, il a pas nécessairement mal fait, mais c'est certain là, que la perte de Fajardo a fait mal aux Alouettes Et là, cette semaine. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, dépendant de la nature et de l'importance de la blessure de Fajardo, s'il devait manquer quelques rencontres, il va falloir que du côté des Alouettes, on prenne une décision rapidement à aller chercher du renfort là, pour ne pas s'écrouler, parce que c'est pas avec Caleb Williams qu'on va s'en sortir. Et c'est certain que c'est pas nécessairement le meilleur carrière, mais je pense qu'il est quand même pas si vieux. Il est quand même capable de s'adapter, d'après moi. Là, je pense que c'est vraiment un mauvais match parce qu'il était pas nécessairement prêt à jouer. Mais c'est certain que c'est une dure perte. Puis je voudrais juste rajouter aussi que quelque chose qui a pas aidé aussi, Keyon Julian Grant, qui était blessé aussi, qui a pas disputé la rencontre. C'est un des meilleurs receveurs des Alouettes qui était pas là. Fait que ça y fait un receveur de moins déjà en partant quand t'es pas prêt pour jouer un match nécessairement. Quand t'es pas supposé jouer ce match-là, t'arrives, il te manque un de tes meilleurs receveurs. C'est sûr que c'est un choc puis c'est pas facile là, pour avoir une bonne performance. Ouais, effectivement. Sinon, si on regarde là, du côté des receveurs, justement, ben, Cole Speaker, c'est 608, 70 verges. Tyson Philpott, seulement 4 réceptions, a été ciblé 4 fois, donc il a été parfait. Un mince 38 verges, tout de même un touché. Walter Fletcher, une réception en 4 tentatives, donc ça a été un peu plus difficile là, du côté de Walter Fletcher. Donc, ça a paru là, que Cody Fajardo n'a pas été là pour la rencontre complète. Si on regarde au niveau des autres matchs qu'il y a eu dans la semaine numéro 6, les Blue Bombers de Winnipeg l'ont emporté sur les Stampeders. Et ça, tu as eu ta prédiction. Et moi, de mon côté, c'est une deuxième ratée. Parce que j'avais dit que Montréal allait l'emporter contre Toronto. Et j'ai manqué mon coup également. Du côté des statistiques, dans la rencontre entre les Stampeders et les Blue Bombers, Jack Mayer du côté de Calgary, c'est 20 en 31, 316 verges, 2 touchés, 2 interceptions. Son vis-à-vis, Zach Collaros, 27 en 36, 344 verges, 2 passes de toucher, 2 interceptions également. Donc 2 interceptions des deux côtés. Si on regarde là, du côté des receveurs de Calgary, bon, Clark Burns, 5 en 5, 80 verges. Jalen Philpott, 2 en 5. Reggie Bedrelton, 3 en 5. Du côté de la course, Dedrick Miles, c'est 15 courses, 131 verges. Du côté de Winnipeg, maintenant, Ontaria Wilson a été ciblé 16 fois, c'est 13 réceptions pour 200 verges avec une passe de toucher. Sinon, Nick Demski, 7 en 9, 60 verges, un touché également. Zach Collaros, qui était un cas incertain, finalement, a participé au match pour les Blue Bombers. Et je pense qu'on peut dire que c'est une victoire importante du côté des Blue Bombers.
Certainement. Puis là, ça va faire du bien à Colaros aussi, qui a eu un mauvais début de saison. Il s'est blessé, on n'était pas sûr s'il allait revenir, puis il est revenu en force, 27 en 36, 344 verges, c'est une grosse performance. Il est allé chercher 2 passes de toucher malgré les 2 interceptions. C'est un bon match pour lui. Je pense que ça va peut-être commencer à faire tourner le vent là, du côté de Winnipeg. Un gros duel avait lieu dans l'Ouest. Un duel entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Rough Riders de la Saskatchewan. Du côté des Lions, là, on peut dire qu'on s'est amusé un petit peu. Belle performance là, du côté de BC. Du côté de Vernon Adams, ça a été une performance correcte. Encore un haut total de verges récoltées en 26 réussites, 26 en 42. Un touché, 2 interceptions du côté de Vernon Adams. Au niveau de la course, il a 4 courses, 39 verges et 1 touché par la course. William Stenbach, c'est 12 courses, 14 verges. Au niveau des réceptions, c'est Justin McInnes, 14 en 14, 243 verges, 1 touché. Sinon, une difficulté là, complète du côté d'Alexander Hollins, 5 en 14 pour 83 verges. Donc, une bonne difficulté là, du côté de Hollins. Du côté de la Saskatchewan, chez Patterson, n'a pas été mauvais en soi. Mais bon, n'a pas pu là, mener Saskatchewan à la victoire. 17 en 25, 278 verges, aucun touché par la passe, une interception. AJ Ouellet, c'est 12 courses, 72 verges pour 2 touchés au sol. Donc, belle performance là, du côté de AJ Ouellet. Au niveau des receveurs de passe maintenant, Samuel Emlis a été ciblé 10 fois, c'est 8 réceptions, 161 verges, aucun touché. Il n'y a eu aucun touché du côté des receveurs, là, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment là, du côté de la course qu'on a excellé. Et si je regarde là, du côté des field goals également. Si on va avec les autres rencontres maintenant, encore une fois, je me suis trompé. Ça n'a pas été un franc succès pour moi la semaine dernière. Edmonton, on parlait là, qu'Edmonton passait toujours près de remporter des grosses rencontres. On a été à 3 points en moyenne là, dans nos défaites. Et encore une fois, c'est ce qui est arrivé du côté d'Edmonton. On a perdu 37 à 34 aux mains du Rouge et Noir d'Ottawa. Bon, en soi, ça n'a pas été une mauvaise performance. McLeod, Bethel, Thompson, on en a parlé souvent. 26 en 35, 272 verges, 2 touchés. Ça a été une bonne performance du côté du carrière d'Edmonton dans la défaite. Si on regarde du côté de Drew Brown, qui honnêtement, Drew Brown connaît quand même une bonne saison là, du côté du Rouge et Noir. 26 en 38, 480 verges, 2 touchés, 1 interception. Et là, du côté des receveurs, Khalil Pimpleton, c'est 4 en 5, 153 verges, 1 touché. Justin Hardy, 8 en 5, 110 verges, 1 touché. Dominic Rhymes, 7 en 10, 131 verges. Ça, c'est pas mal là, au niveau des statistiques entre le Rouge et Noir et les Elks d'Edmonton. On va maintenant aller au classement, si tu le veux bien, Cédric. Dans l'Ouest, je pense que sans surprise, là, BC qui est toujours premier. Ouais, mais encore une fois, ça repose beaucoup sur Vernon Adams, sur William Stenbach, qui ont des grosses performances à chaque semaine. Peut-être un match un petit peu moins fort pour Vernon Adams cette semaine, mais encore là, ramasse des verges. On amène le ballon loin sur le terrain, puis on sort avec les victoires à chaque semaine presque. Calgary, Winnipeg, bon, on est à égalité au nombre de victoires, 2 victoires de chaque côté. Par contre, Winnipeg a une défaite de plus que Calgary. Donc, BC premier, Saskatchewan deuxième, Calgary, Winnipeg et Edmonton complètent le classement dans l'Ouest. Et là, de mémoire, c'est du côté d'Edmonton, là, le coach et directeur général là, qui s'est fait remercier par Edmonton. J'avais pas vu ça, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris 0-5 pour commencer la saison, c'est jamais idéal, avec des hauts totaux de verges là, par McLeod Bethel Thompson. À chaque semaine, il fallait qu'il y ait un changement quelque part. C'est pas là, une façon de commencer une saison. Là. Non, effectivement, c'est sans surprise à 0 et 5. Et je pense que là, on s'attend à du changement du côté d'Edmonton. Puis tu sais, sans surprise, là, tu l'as dit, Bethel Thompson est excellent, mais a besoin d'aide. On fait des points à l'attaque, mais la défensive ne fait pas le travail.
Je pense que c'est le problème numéro 1 du côté d'Edmonton. Absolument, la défensive, absolument. parce qu'on donne des moyennes de 30 points par match. Je pense qu'on est à une moyenne là, de plus 25 au niveau des points là, par match concédés à l'adversaire, ce qui est beaucoup trop selon moi. Surtout, tu sais, quand on regarde là, la semaine 1, on a donné 29 points contre la Saskatchewan. Ensuite, 23 contre Montréal. 39 contre Toronto, 24 contre BC. Ensuite, on n'a pas joué. Donc, tu sais, on est à une moyenne de 25 points au plus par match concédé à l'adversaire. 20 points, ça peut aller, mais quand tu frôles le 30 à tous les matchs, je pense que c'est là où ça devient critique, puis on a besoin là d'apporter des changements. Maintenant, sinon dans l'Est, au niveau du classement, Montréal, qui est premier avec 5 victoires, 1 défaite, a eu sa première défaite là, dans le dernier match contre Toronto. Toronto qui est deuxième avec 3 victoires, 2 défaites. 6 points, donc 4 points derrière les Alouettes. Le Rouge et Noir et Hamilton qui complètent dans l'Est. Et là, Hamilton, 0 et 5. Je pense que c'est la prochaine équipe là, à devoir peut-être effectuer des changements. S'il n'y a rien qui se met à aller, c'est certain que ça va commencer à faire chaud là-bas aussi. Mais en même temps, depuis le début de la saison, là, je pense que c'est pas nécessairement de loin qu'ils se font battre à toutes les semaines. La semaine dernière, là, contre BC, par exemple, 44-28, ça c'est assez difficile, mais à part ça, 24-22 contre Ottawa, 36-20, c'est quand même pas si mal. 33-30, ils sont pas trop loin. Mais encore une fois, là, c'est pas mal la même situation qu'Edmonton. C'est quand on fait pas le travail au complet, ben on se ramasse avec des défaites, puis il va falloir que quelque chose bouge là, pour qu'on puisse changer ça de côté. Oui, effectivement. Du côté des statistiques maintenant dans la NFL, bon, au niveau des carrières par la passe, Vernon Adams Jr. est le seul avec plus de 2000 verges déjà. Il est à 2203 verges en 6 parties. Il aura complété 142 passes en 211 tentatives. Donc, ça lui donne un pourcentage de passes complétées de 67,3%. Bo Levi Mitchell du côté d'Hamilton, c'est 1671 verges. Cody Fajardo, qui malgré ne pas avoir complété la rencontre, a tout de même 1636 verges. Bon pour le 3e rang. 141 en 182. C'est lui qui a le meilleur pourcentage par la passe complétée, 77,5%. Et t'en parlais tantôt et j'en parlais, Bethel Thompson qui est 4e, 134 en 187, 71,7% pour 1497 verges. Au niveau maintenant de la course, bon, Oliveira du côté de Winnipeg avec 366 verges en 5 matchs, en 68 tentatives. William Stenbach qui est 3e avec 79 courses tentées, 325 verges. Du côté de Montréal, le plus près, c'est Walter Fletcher avec 52 tentatives, 290 verges. Au niveau de la réception, McInnes, c'est 45 réceptions du côté de BC, 725 verges. Hollins, encore une fois, BC, 38 réceptions, 656 verges. Et le top 3 complété par Tyson Philpott qui a eu un match plutôt tranquille dans la dernière rencontre, tout de même 4-4. C'est 44 réceptions pour 602 verges depuis le début de la saison. Si on va maintenant au niveau du calendrier de la semaine 7 qui arrive dans la LCF, la semaine 7 qui va prendre son envol vendredi prochain, le 19 juillet, à compter de 19h, un match revanche entre les Elks d'Edmonton et le Rouge et Noir d'Ottawa. À quoi on doit s'attendre de cette rencontre-là, Cédric? Les Elks, là, c'est sûr, il y a eu du mouvement côté personnel. On doit s'attendre. Normalement, des changements de personnel comme ça amène un splash, là, si je peux me permettre l'anglicisme. Tu commences la rencontre, beaucoup d'énergie. On va essayer d'aller la chercher. Ça va être de la vouloir. Est-ce que ça va être assez pour battre Ottawa? C'est ça qui va être à voir. Drew Brown est dans une bonne passe. Là. Depuis le début de la saison, ça va juste en montant. Ottawa commence à être de plus en plus solide. Je pense que ça va être assez serré, encore une fois. Surtout que les équipes se sont affrontées là, à moins d'une semaine d'intervalle. Ils ont joué dimanche, ils rejouent contre vendredi.
Ça va être serré, ça va être intense. Je pense que Ottawa va quand même réussir à garder le dessus puis à gagner la rencontre. Je suis d'accord avec toi. La semaine passée, je me suis rangé du côté d'Edmonton. Je me suis trompé. En soi, ça n'a pas été un mauvais match, mais je pense qu'au-delà des changements, la défensive reste la même. On donne beaucoup de points. Oui, de l'autre côté aussi, du côté du Rouge et Noir, on donne beaucoup de points, mais Drew Brown est excellent depuis le début de la saison. Je pense que c'est une surprise du côté du Rouge et Noir d'Ottawa. Je pense qu'on s'attendait peut-être pas à ce que Drew Brown fasse un si bon travail. Donc, je vais me ranger du côté de Drew Brown également et du Rouge et Noir d'Ottawa. Autre rencontre vendredi à 21h30, Winnipeg qui va visiter la Saskatchewan. Un duel, un match important là, du côté de Winnipeg qui va tenter de remporter un troisième match cette saison, un deuxième de suite du côté de Winnipeg. On affronte quand même de l'autre côté la Saskatchewan qui a connu un mauvais match contre BC. À quoi tu t'attends dans cette rencontre? C'est un peu pas à la même échelle, mais ça va être un peu comme pour Edmonton du côté de Saskatchewan. Ils vont essayer de revenir. Ils ont eu un dur match contre BC. J'ai juste une question, c'est Trevor Harris n'a pas joué la semaine dernière. Est-ce que c'est lui qui va partir le prochain match? Est-ce que parce que ça n'a pas fonctionné avec Patterson? Je sais pas si Trevor Harris était blessé, là, malheureusement j'ai pas cette information-là. Je pense que ça va dépendre beaucoup de Trevor Harris, là, qui était quand même au cours des 4 ou 5 même premières semaines dans le top 3 en verge par la passe. Je pense cependant que là, avec la performance de Collaros, je pense que lui est vraiment revenu. Je pense que ce match-là va aller du côté de Winnipeg. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Zach Collaros est en confiance, a connu un excellent match. On a connu 2 victoires de suite. Une contre le Rouge et Noir il y a 2 semaines. La semaine dernière contre Calgary dans un match plus qu'important. Une performance de 41 points contre Calgary. Je m'attends à voir Zach Collaros encore une fois en pleine possession de ses moyens. Winnipeg filer avec la victoire contre la Saskatchewan et mettre de la pression sur les Stampeders de Calgary qui, on vous le rappelle, sont 3e dans l'Ouest avec le même nombre de victoires que Winnipeg, mais avec une défaite de moins. Autre rencontre, cette fois-ci samedi le 20 juillet, 19h, les Argos de Toronto vont affronter les Tiger Cats d'Hamilton. On a parlé des Hawks d'Edmonton tantôt. On parle maintenant d'Hamilton qui sont un peu dans la même situation, sauf qu'eux n'ont toujours pas eu de mouvement au niveau du coach, du directeur général ou autres membres du personnel. Donc, je crois que les Argonauts, les Argos sont en confiance présentement. Viennent de remporter un gros match contre Montréal sans sans Fajardo, qui s'est blessé, on vous le rappelle, là, à la cuisse dans le dernier match. C'est Caleb Williams qui avait terminé la rencontre. Donc, de mon côté, je crois que les Argos vont l'emporter contre Hamilton. Je pense qu'il y a un très bon point à faire. Là. Effectivement, Toronto viennent de gagner contre les Alouettes, la meilleure équipe de la Ligue. Ils leur ont donné leur première défaite. Ils vont là plein de confiance. Est-ce que ça va peut-être être trop de confiance pour une équipe qui est autant mauvaise depuis le début de la saison à Hamilton? C'est pas impossible, mais j'ai de la difficulté à voir Hamilton le battre les Argonauts de sitôt. Ouais, je suis assurément d'accord avec toi. Autre rencontre, là, dimanche, le 21 juillet, c'est le dernier match de la semaine 7 dans la LCF, avant de passer ensuite à la semaine 8. BC, les Lions, vont aller visiter les Stampeders de Calgary à Calgary. Et tantôt, on parlait d'un match important entre Winnipeg et la Saskatchewan pour les Blue Bombers. Du côté de Calgary, il va faire chaud là, contre les Lions. C'est certain, il faut qu'ils gagnent ce match-là, sinon ça va commencer à être difficile, surtout si Winnipeg sont capables d'aller chercher le match contre les Rough Riders le vendredi, surtout que ce match-là est avant, s'ils sont capables de le gagner, il va y avoir beaucoup de pression sur les épaules des Stampeders. Même si on est encore relativement tôt dans la saison, je pense que c'est un match très important. Cela étant dit, les Lions sont très forts depuis le début de la saison, sont difficiles à battre des deux côtés du terrain. Je vois pas comment Calgary va chercher ce match-là, bien honnêtement. Honnêtement, de mon côté, je crois pas que ça va être possible. Je pense que ça va être un bon match.
parce que Calgary est capable de mettre des points au tableau. On l'a vu dans les derniers matchs. Je pense que d'un autre côté, on a Vernon Adams Jr. qui est en pleine possession de ses moyens. Il est fumant depuis le début de la saison. Donc, je m'attends tout de même à une victoire des Lions contre Calgary, mais il y a quelqu'un qui a dit un jour, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, laissons la chance aux coureurs. Je pense que les Stampeders vont être dans la rencontre jusqu'à la fin. Mais Certainement. à un certain moment donné, je pense que les Lions vont prendre leur envol. Puis vont finir par vendre la peau de l'ours là, d'ici à la fin du match. Donc, je me range du côté également là, des Lions et de Vernon Adams Jr. On vous le rappelle, là, vous allez vous dire, ouais, les Alouettes, ils sont où? Les Alouettes ne sont pas là. Ils sont en congé pour la semaine 7, seront de retour à la semaine 8 dans un duel contre la Saskatchewan le 25 juillet prochain. Donc, jeudi de la semaine prochaine à 19h30 au stade Percival Molson. On vous le rappelle, là, dans les 2 dernières semaines, les Alouettes ont disputé 2 matchs en 10 jours. Donc, ils ont droit là, à un repos d'1 semaine. Et ça va peut-être permettre là, à Zach Collaros de se remettre de sa blessure et d'être le carrière partant pour la semaine 8. C'est Fajardo, ça fait 2 fois que tu fais l'erreur, tu l'appelles J'ai Collaros. encore dit Collaros? Aïe, 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 il est dans ma tête, Collaros. Donc, Fajardo, pardon. Ça va être à surveiller. On va vous redonner des nouvelles là, la semaine prochaine quand on va être de retour pour le podcast mercredi prochain. On va sûrement avoir des détails sur la blessure de Cody Fajardo. Donc, oui. On va vous garder là, à l'affût du côté des Alouettes de Montréal. Sinon, c'est ce qui va compléter pour nous le segment LCF, mesdames, messieurs. Premier début avec Cédric Paquette. On vous le rappelle, ce soir, ça a été un gros show encore une fois. Un gros là, 40 minutes, plus ou moins, là, avec Nicolas Zotta et Bruce Lubin, où on a parlé dans le segment soccer de l'Euro, de la Copa et de la MLS. On a mis un terme là, à l'Euro et à la Copa puisque les finales sont terminées. Donc, la semaine prochaine, ce sera 100% MLS et CF Montréal. On vous le rappelle d'ailleurs que le CF Montréal est présentement en action au stade Saputo. Le match qui a débuté là, il y a quelques minutes. Ça a débuté à 19h30 contre le Red Bull de New York. Un match plus qu'important. On en parlait là, dans le segment de 18h30 avec les gars. Et nous, dans le dernier segment LCF, on est revenu sur les matchs de la semaine 6. On a fait le tour encore une fois des statistiques, du classement dans la Ligue canadienne de football. Et on a donné nos prédictions sur la semaine numéro 7 qui débute vendredi prochain dès 19h avec un duel entre les Elks d'Edmonton et le Rouge et Noir d'Ottawa. Et on vous le rappelle en terminant, les Alouettes de Montréal sont en congé. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de ce podcast du mercredi 17 juillet 2024. On vous invite à être des nôtres demain soir dès 19h, le lancement du nouveau site internet sportif du podcast Chez Cavant. Je serai en direct avec notre spécialiste marketing design Cassandra Adams-Morin pour faire le dévoilement du site de A à Z. Soyez des nôtres, c'est un rendez-vous à ne vraiment pas manquer, partagez en grand nombre. Cédric, ça a été un plaisir encore une fois. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir toutes les semaines. Et on se dit, mesdames, messieurs, bonne fin de soirée à tous. Et on se revoit demain soir pour le dévoilement du site internet. Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez! Goal! Francis!